Donc face à la crise des gilets jaunes, il faut arriver un peu à se placer. Et du coup, si vous avez certainement entendu dans les médias, même maintenant, si vous mettez Jacquerie sur Google, vous allez voir apparaître plein de choses liées à l'actualité. Et donc, ça nous a mis sur le tapis, sur l'actualité politique, cette fameuse, on va dire, crise, entre guillemets, de la Jacquerie et de la grande Jacquerie. Donc, il fallait vraiment analyser ce qu'était une Jacquerie pour voir qui a raison, de qui a tort dans l'histoire, et aussi de voir l'enseignement de l'histoire pour notre présent. Donc, qu'ont fait nos ancêtres, où étaient leurs erreurs, et comment nous, aujourd'hui, ou comment des Gilets jaunes, aujourd'hui, pourraient éviter ce type d'erreur. Alors, je vais faire en introduction une petite parenthèse sur la notion d'histoire. Je suis donc doctorant en histoire médiévale, et donc il est intéressant de voir comment en histoire on se place par rapport à un événement. Et quelle méthode historique adapter. Où et comment utiliser l'histoire à des fins politiques. Souvent aujourd'hui, on a vu vraiment, il y a eu ce qu'on appelle un débat historiographique. Donc, l'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire, lors de la sortie de l'ouvrage d'Éric Zemmour. Et on s'est dit, vous n'avez pas le droit de faire de l'histoire. En réalité, tout le monde a le droit de faire de l'histoire. Il y a cependant des spécialistes et il y a des essayistes. Et lui-même, Éric Zemmour, se rappelait en essayiste et il fait beaucoup d'erreurs. Dans ce dernier ouvrage, il a fait beaucoup d'erreurs, à mon goût, mais ça reste, on va dire, une approche patriotique de l'histoire, comme pouvait la faire Michelet, par exemple. Michelet, on dit que c'était un grand historien, mais c'est en réalité un grand essayiste. Et donc, on revient à notre histoire de Jacquerie, et il est dit, aujourd'hui, on se rattache vraiment au caractère... il faut toujours se rattacher au caractère circonstanciel d'un événement. C'est-à-dire de ne pas prendre l'événement dans une globalité historique, mais complète. C'est-à-dire qu'on a vu, même dans les réseaux sociaux, des gens qui disaient « Oh, le gilet jaune, c'est le nouveau chouan ». Et du coup, on va tous faire un cœur de Jésus sur notre gilet jaune pour incarner ça. Ou le gilet jaune, et là, c'est lié à notre sujet, c'est le nouveau Jacques, c'est le nouveau Maillotin. Et là, Éric Zemmour, je le cite, il dit « Nous sommes dans une tradition bien française de la lutte ». Éric Zemmour. Alors là, on voit que en réalité, c'est une histoire globale, ce que nous présente Éric Zemmour, entre autres, qui est dans un côté patriotique, mais qui est repris et qui est inspiré du marxisme historique. Donc, c'est un poison, marxisme historique, et j'espère que cette conférence sera une croisade victorieuse contre cette idéologie pernicieuse. Selon le marxisme historique, que se passe-t-il ? Nous sommes, alors désolé pour le vocabulaire scientifique, mais il faut s'accrocher, et il faut lire Karl Marx pour bien comprendre où on en est aujourd'hui. Nous sommes dans une domination formelle du capital, c'est toujours du capital, de toute façon. Une paupérisation du prolétariat assujettie par une dialectique d'augmentation du travail servilisé, tout en diminuant le niveau objectif du salaire. Fiscalité du capital, le capital, chapitre 6, livre 3. Domination formelle, avant il y avait la domination réelle. Maintenant, nous sommes après la guerre de 14, les néo-marxistes, les marxiens, tout ce que vous voulez, disent que nous sommes dans une domination formelle. Et donc, il y a une paupérisation du prolétariat assujetti par une dialectique d'augmentation du travail servilisé, tout en diminuant le niveau objectif du salaire. Sauf que le marxiste, il se place dans une perspective globale. Et il dit... En clair, là je vous paraphrase. Depuis la révolution néolithique et l'apparition de l'argent, il y a une lutte des classes radicales qui se met en place contre la dictature de l'argent. Donc, argent, monnaie, despotisme, impérialisme, banque. C'est ce qui se passe. Ça, c'est si vous écoutez Francis Cousin, qui est pas mal écouté, en réalité, on a vraiment cette dialectique-là, qui est une dialectique, on va dire, entre des paysans qui s'échangent des légumes, et on n'a rien à voir face au cosmopolitisme bancaire. C'est assez clair pour nous, mais pas forcément pour les marxistes. On va faire litière de cette idéologie, cette mythologie. Et Engels, lui, dans La guerre des paysans, c'est son ouvrage, Guerre des paysans en Allemagne, il dit, et là c'est lié à notre sujet médiéval, que l'opposition révolutionnaire contre la féodalité se poursuit pendant tout le Moyen-Âge. C'est-à-dire que les Jacques, l'opposition révolutionnaire, les Jacques, ceux qui vont s'opposer, vont être contre la féodalité.
Et ça va se poursuivre pendant tout le Moyen-Âge. Engels, c'est encore pire que Marx. Marx avait quand même, au sujet de l'époque médiévale, avait quelques réserves quant à l'opposition révolutionnaire. Mais Engels, lui, il met les deux pieds dedans. Et la vision républicaine qui va être reprise après, par Michelet, par Thierry, etc., par tous ces historiens-là qui ont formé la Troisième République, qui ont formé un patriotisme historique républicain, eh bien, vont être nourris par la mythologie marxiste. Et ce qui fait que Éric Zemmour, qui est un homme formé par le 19e siècle, et beaucoup de personnes, on va dire, entre guillemets, de droite dans les médias, sont aussi nourris de ce patriotisme-là, un peu rancé, qui est du 19e siècle. Et on va voir que toutes leurs figures vont tomber ce soir, notamment Étienne Marcel. J'espère qu'on va lui faire mal. Et du coup, la méthode que je vais adapter, ça va être l'empirisme organisateur, donc le bon sens. Il faut observer dans le passé des leçons pour le présent, et on va utiliser le passé à des fins positives pour notre présent. On va s'en servir. Alors, qu'est-ce qu'une jacquerie ? Une jacquerie, et d'où vient le nom déjà ? Alors, une jacquerie, ça vient du vêtement, la jacque, qui est un vêtement court. À partir des années 1358-1359, on a une évolution dans la mode. Vous pouvez regarder de tous les ouvrages sur la mode médiévale, même historique, c'est très intéressant, car vous voyez qu'il y a une évolution entre le vêtement et le contexte social, économique, etc. Et à partir des années 1358-1359, on a une évolution du vêtement. La tunique longue qui allait jusqu'à genoux au XIe siècle, mi-cuisse à partir du XIIIe siècle de Saint-Louis, va se réduire au niveau de la taille à partir de 1358. C'est la mode moderne, en réalité. Vos vêtements masculins s'arrêtent au niveau de la taille. Un pull, une chemise, ça s'arrête au niveau de la taille. Et ce vêtement-là, à la base, était porté surtout par les personnes assez pauvres, en réalité, paysans, petits artisans. Et si vous regardez l'enluminure médiévale, vous faites une analyse iconographique du Moyen-Âge, vous voyez que les vêtements plus longs, les houpes-langues, etc., avec les grandes manches, qui vont être avec des manches avec du verre, verrière, et avec de la soie, ça, les vêtements plus longs vont être réservés à la noblesse, ou à la haute bourgeoisie, la bourgeoisie marchande, et donc ça va pas être le vêtement court qui est le jacque. Donc la jacquerie vient du mot jacque. Et le chef de cette insurrection, qui s'appelle Guillaume Carle, va être nommé par un chroniqueur de l'époque, Jean Lebel, il va être nommé Jacques Bonhomme. Pour un petit peu se moquer, c'est un caractère un petit peu moqueur. On parlera tout à l'heure des chroniqueurs, des gens qui parlent à l'époque de la jacquerie. Et on va voir qu'il y a un caractère assez pédant, assez... le marxiste dirait un mépris de classe. Et du coup, on va lui donner ce nom qui est comme... on va faire un parallèle. C'est comme un média, comme si un média traiterait un manifestant ou tout un groupe de manifestants de gros beaufs. Voilà, ça s'est vu il y a un mois à peu près. Eh bien, c'est un peu la même chose en appelant Guillaume Carle Jacques Bonhomme. Ce qui est intéressant, c'est que le terme de... Alors, Jacques apparaît, mais le terme de jacquerie, lui, apparaît que 130 ans plus tard, sous la plume dans les grandes chroniques, notamment dans les grandes chroniques de France, qui apparaissent vers la fin 15e. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si nous, on commençait maintenant à nommer les communards les réactionnaires, ou à changer le nom des gens qui se battaient pendant la guerre franco-prussienne, 130 ans plus tard à peu près, 130, 150 ans plus tard. Donc, il est vrai que lorsque l'on modifie un terme, et que le terme apparaît, eh bien, on s'en sert aussi à son époque. Au XVe siècle, on a eu cette vision-là, un petit peu négative aussi du pauvre qui réapparaît, et c'est pour ça qu'on a bien popularisé le terme de jacquerie. Alors, la jacquerie. Qu'en est-il ? Moi, je vous parle surtout... Alors, il y a plusieurs jacqueries. Il y a plusieurs types de jacqueries, plusieurs pays. Je me suis concentré vraiment sur la grande jacquerie, la plus grande insurrection que nous ayons connue en France, le plus grand soulèvement populaire connu en France au Moyen-Âge, 1358. Il y a eu une autre révolution populaire en Angleterre en 1381. J'en parlerai pas. Il y a eu les Maillotins, les Tuchins, 1381, 1384. Il y a eu des révoltes aussi à Lyon, etc. Je n'en parlerai pas pendant la conférence, mais si vous avez des questions après, volontiers. Le contexte. Le contexte, alors, bon, tout d'abord, moi je suis historien du fin 12e, début 13e siècle. Donc je sors un peu de mes domaines de spécialité, donc je maîtrise un petit peu moins. Je connais assez bien, mais je maîtrise quand même un petit peu moins pour vous dire.
1315-1317, nous avons une énorme famine en France, qui est certainement due, selon les professionnels qui étudient cela, par un lent refroidissement climatique. Si vous vous intéressez à l'histoire du refroidissement climatique, c'est très intéressant pour voir, ça aussi démet certaines théories réchauffistes aujourd'hui. Il faut s'intéresser aux travaux de Leroy-Ladurie, très intéressants, qui sont parus dans les années 70, avant que le GIEC n'interdise ce genre de travaux. Il y a également une crise épidémique, 10 ans avant la jacquerie, 10 ans plus tôt, 1348, la Grande Peste. Il est estimé qu'un cinquième, voire un tiers de la population décède, c'est énorme. Nous savons maintenant qu'il y a eu donc, vous imaginez, dans cette salle, une personne sur 3, elle n'existe plus. C'est vraiment terrible, hein, la Grande Peste, ça a marqué son époque. Ça n'a pas fait un gros déclin démographique, puisque les gens avaient énormément d'enfants à partir. Voilà, Catherine de Sienne, on est juste après, elle est la 16e de la famille, je crois. Et puis après, les parents ont adopté quand même un enfant, pour rajouter. Donc, voilà, donc c'est un exemple, mais pour vous expliquer qu'il n'y a pas de grosse crise démographique, mais il y a une impression sur les émotions. Et là, depuis, on va dire 20-30 ans, beaucoup de gens s'intéressent aux émotions, et c'est très intéressant pour parler de soulèvement populaire, puisqu'on parle d'effroi. On ne parle pas vraiment de jacquerie, on parle de l'effroi populaire. Parce que ça a fait vraiment une peur, une crainte des jacques, des gens qui soulèvent. Mais on y arrive. Donc on a la famine, le refroidissement climatique, la crise de la peste noire qui décime la population. Donc, comme il y a un manque, pas forcément démographique, mais un manque de personnel, un manque d'une classe, d'un groupe de personnes pour travailler, eh bien on va avoir une montée des salaires paysans. Et on va avoir une rapide reprise de l'économie agricole, mais il va y avoir tellement une reprise trop rapide, donc il va y avoir une surproduction qui va engendrer des méventes, et donc il va y avoir des tensions au niveau financier qui vont apparaître. Et bien sûr, il y a la France qui est occupée par les Anglais, nous sommes en pleine guerre de 100 ans, ne l'oubliez pas, qui a été une victoire française. Je tiens à le rappeler, à chaque fois qu'on parle de la guerre de 100 ans, aujourd'hui je vais parler surtout des guerres comme Poitiers, de Crécy, voilà, souvent on parle de Crécy, Poitiers, Azincourt, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi Fontenoy, voilà, il y a des très belles victoires françaises. Et c'est pour ça qu'on a gagné la guerre de 100 ans. Alors, revenons à nos moutons. Nous avons une reprise rapide de la production agricole et on a une tension complète sur le territoire. Donc même bien qu'il y ait la France se passe assez bien, il y a une assez bonne reprise économique, il y a des ravages dans la population. Il y a des compagnies, des hordes de mercenaires, souvent des Anglais, qui vont venir et qui vont ravager les paysans, qui vont récupérer leurs terres, qui vont tout voler et qui vont même agresser la population. On a des ravages en Île-de-France entre novembre et décembre 1357. À peine un an avant la Révolution. La Révolution, entre guillemets, de la jacquerie. Et on a donc des batailles, j'en ai parlé à l'instant. Crécy, 1346, Poitiers, 1356. La chevalerie française est défaite par des Anglais, certes, ça fait mal, mais c'est surtout des fantassins et des archers contre des chevaliers. Donc on a une vision de la population qui est néfaste par rapport aux nobles. On se dit les nobles n'ont pas protégé notre bon roi, Jean le Bon, qui est emprisonné, qui est un des seuls rois de France, qui est un des rares rois de France, qui n'est pas mort sur le territoire de France, de terre de France. Et donc le roi va être fait prisonnier et qui va aller en Angleterre. Et donc les nobles sont vus comme les coupables. On ne peut pas parler de crise de la féodalité. Ça, c'est vraiment les historiens marxistes qui défendent crise, toujours la crise. En réalité, non, il n'y a pas de crise de féodalité, mais il y a une opposition quand même, quelques soulèvements antinobiliaires. Et il y a donc, après cette fameuse funeste bataille de Poitiers, il y a le premier traité de Londres, 4 millions d'écus de rançon et un tiers du territoire du royaume de France cédé à l'Angleterre. Et donc, vous vous doutez bien, chez qui on va chercher les 4 millions ? La population. Nous avons, pour imposer ces nouvelles taxes, des états généraux. Là, on y revient. Ça va être beaucoup d'actualité, tout ça. Pourquoi on fait des états généraux ? Alors, souvent, on vous parle de dictature de l'Ancien Régime.
Au Moyen-Âge, quand il y a de nouveaux impôts, il y a un vote. On ne peut pas... voilà, c'est le RIC médiéval, si vous voulez. Et donc, en droit canonique, c'est le... Ici, il y a des gens qui font du droit. Ici, c'est le quid omnes tangit. C'est-à-dire que ce qui concerne tout le monde doit être voté par tout le monde. C'est dans le droit canonique. Et donc, c'est appliqué, bien que ce soit dans le droit canonique, c'est appliqué dans le réel, c'est appliqué ici pour la France. Et donc, ces États généraux de 1347 doivent voter et votent ces nouveaux impôts. Donc la population subit de nouveaux impôts pour récupérer le roi de France. Et pour payer une rançon, voilà, c'est la guerre, hein, c'est logique. Sauf que les États généraux prennent de plus en plus d'ampleur. Et là, on a vraiment la figure d'Étienne Marcel qui commence à émerger. Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, homme très puissant, bourgeois, si vous voulez, Anne Hidalgo au Moyen-Âge. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le maire de Paris, hein, prévôt des marchands. Bon, plus joli, voilà, et un homme. Et certainement mieux habillé. Et du coup, dans les États généraux, à partir... Donc, ils continuent, hein, il y a plusieurs instances qui font que les États généraux se réorganisent. Et nous avons, à partir de 1355, des États généraux qui votent. Ils décident de se réunir quand ils veulent. Autrement dit, nous avons une arrivée du parlementarisme. C'est-à-dire un groupe de parlementaires qui s'organisent quand ils le veulent. Et on va avoir une forte opposition de la population face aux États généraux, en fait. Et non pas face aux nobles. On a des ordonnances assez funestes. L'ordonnance de 1357, cette ordonnance fait que le roi, ici ça va être donc le roi est captif, mais le dauphin, qui sera le futur Charles V, c'est le sage, qui ici va être le grand héros de l'histoire, eh bien Charles V va avoir son pouvoir complètement réduit et va être vraiment inféodé aux États généraux, l'ordonnance de 1357. Et nous avons ensuite, donc j'organise par plan chronologique, hein. Nous avons le meurtre des maréchaux. Donc c'est une journée, le 22 février 1358, 2000 émeutiers à l'assaut de la demeure royale organisent et vont à l'assaut. Donc derrière tout ça, c'est Étienne Marcel, hein, le prévôt des marchands. Il organise, il attaque la demeure royale, ils sont 2000, et ils arrivent, et il y avait 2 maréchaux, et ils les tuent. Alors, certainement, après c'est peut-être des chroniques un petit peu exagérées, mais que le sang des maréchaux ait même atteint le vêtement du dauphin qui était juste à côté. Donc le dauphin, il y a quand même un côté, quand on est un enfant, que son père est absent, face à 2000 personnes qui sont assez énervées et qui viennent de tuer vos amis juste devant vous, on commence à avoir un petit peu peur. Le dauphin est obligé de se coiffer du chaperon aux couleurs de la ville de Paris, bleu et rouge. Alors là, l'historien Michelet Ier va dire, très mauvais, que c'est une préfiguration du 20 juin 1792, quand le roi de France, Louis XVI, a dû se revêtir de la cocarde. En réalité, pas du tout. Ici, que demande la population ? Ce ne sont pas tout à fait des Jacques. Que se passe-t-il ? Que demandent-ils ? Ils ne sont pas contre l'État, ils ne sont pas contre le roi. Ils sont réactionnaires, en réalité. Ils ne luttent pas contre un pouvoir tyrannique, car le roi est absent. Ils demandent plus de roi, ils demandent que le roi assume ses positions. Et c'est pour ça que le fait qu'il revêtisse, qu'il se coiffe de ce vêtement, le fait qu'il se coiffe du chaperon bleu et rouge, indique qu'ils veulent que le chef des marchands, ce soit le roi de France. Donc c'est vraiment l'inverse de ce qui a été vu. On a voulu croire que c'était contre lui et que Étienne Marcel l'aurait presque protégé, puisque c'est le Danton du XIVe siècle, comme disait, Jules Michelet, au sujet d'Étienne Marcel, le Danton du XIVe siècle. En réalité, non. Étienne Marcel ne le protège pas, il est obligé, face aux émeutiers, de le placer en tant que chef du gouvernement, si on veut. Et là, voilà qu'arrive le soulèvement des Jacques. Alors c'est très compliqué, parce qu'on se base uniquement par rapport aux chroniques de l'époque pour comprendre. Les Jacques, eux, n'ont pas laissé, et il y a quelques documents, j'en parlerai, qui nous parlent des Jacques. Les Jacques, nous n'avons pas d'idée de pourquoi ils se sont soulevés. On ne sait pas. Comme les Gilets jaunes, en réalité.
On ne sait pas vraiment pourquoi, qui veut quoi, etc. C'est pas très clair. Eh bien, c'est la même chose pour le XIVe siècle. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux, nous sommes beaucoup plus maillotés au niveau information, et à l'époque, l'information est uniquement dans les mains du pouvoir, si l'on veut. Le soulèvement, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas les plus pauvres qui se soulèvent, mais les zones les plus peuplées, autour de Paris. Et là, on le sait en faisant une analyse topographique, et on voit que les zones, je vais en parler des foyers de soulèvement, mais les zones sont les zones favorisées par l'absence de vignobles. Donc c'est des zones céréalières qui sont un peu plus riches que les personnes qui font du vignoble, mais c'est des zones qui sont aussi victimes du juste prix, des céréales, comme il y a eu une crise avec la famine. La première famine dont je vous ai parlé, avant la Grande Peste, il y a eu une famine en 1315-1317, et à ce moment-là, le roi de France avait fixé le prix, pour éviter justement toutes les spéculations sur les cours du blé, il avait fixé le prix du blé, et donc le blé était resté stable. Et eux, ils veulent juste plus de... j'utilise un lexique actuel, moderne, ils veulent plus de financiarisation de leur profession, ils veulent plus de spéculation sur le blé, et c'est pour ça qu'ils s'insurgent. Ce sont des libéraux, si l'on veut. Les foyers de soulèvement, les foyers d'incendie. Le premier, c'est Saint-Leu-des-Serans, près de Creil. Après, nous avons Montmorency, Weimar, les environs de Pontoise. Je vais vous lire un passage des grandes chroniques de France. Dans les grandes chroniques de France, il est dit, le 28 mai 1358, à Saint-Leu-des-Serans, s'émurent plusieurs menus gens de Beauvaisis, et s'assemblèrent par mouvement mauvais, et coururent sus à plusieurs gentilshommes qui étaient en la dite ville, et en tuèrent 9. Et ce fait, mus de mauvais esprits, allèrent par le pays de Beauvaisin, et chaque jour croissaient en nombre, et tuaient tous les gentilshommes et gentilles femmes qu'ils trouvaient, et plusieurs enfants. Ils abattaient ou ardaient c'est-à-dire brûlaient, ils s'abattaient ou ardaient toute maison de gentilshommes qu'ils trouvaient, tant forteresse qu'autre maison, et firent un capitaine que l'on appelait Guillaume Cal, et allèrent à Compiègne, Mais ceux de la ville ne les y laissèrent entrer, et puis allèrent à Senlis. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, quand on lit que ça, on voit des gens qui s'énervent, qui brûlent des maisons. Ils brûlent des maisons ici de gentilshommes, c'est-à-dire des nobles. Ils brûlent des maisons nobles. Je citerai d'autres chroniqueurs après. Et on pourrait se dire, c'est une lutte antinobiliaire. Sauf que lorsque l'on plonge dans la littérature de l'époque, j'ai un extrait, si vous voulez, de la complainte rimée de la bataille de Poitiers. Dieu veille, conforter et garder notre roi et son petit enfant qui est demeuré à soi. C'est très joli. En réalité, dans cette complainte rimée, on a une volonté de la population, une volonté, donc c'était des petites chansons qui étaient populaires, une volonté de protéger le roi. Dieu veille à conforter et garder notre roi, Jean le Bon qui est captif, et son petit enfant qui est demeuré à soi. Son petit enfant, Charles V, futur Charles V, le dauphin. On n'a pas du tout d'opposition nobiliaire. Je continue. Ici, je vous lis une chronique de Jean II et de Charles V. C'est le nom, chronique de Jean II et de Charles V. Alors, cette chronique, donc ici, c'est plus un vieux français, on va dire, qui est sur la place, et là, c'est très drôle, c'est juste avant l'insurrection, on a le roi qui critique les États devant tous les Parisiens, les États généraux. Le roi critique le gouvernement, si vous voulez. Le roi est inféodé au gouvernement, mais il le critique devant tout le monde pour bien montrer, pour se mettre la population parisienne dans sa poche, et pour bien montrer l'illégitimité de la population, du gouvernement face à la population. Et pour montrer également le lien entre le gouvernement, les États généraux, la bourgeoisie parisienne, Étienne Marcel, et la grande finance, la haute finance. Citation du roi de France Charles V. De toute la finance qui avait été levée depuis les 3 États avait pris le gouvernement, il ne avait eu ni denier ni obol, mais bien pensait que ceux qui l'avaient gouverné en rendront à bon compte. En réalité,
le roi demande à la population, au gouvernement, pardon, de rendre compte à la population. Ce qu'ils n'ont pas fait. C'est pour ça qu'ils se prennent une insurrection. Donc l'insurrection, elle commence le 28 mai. Nous avons Guillaume Calle, donc le capitaine du Beauvaisis, personnalité charismatique, qui réussit à rameuter la population. Il agrandit le conflit. On a voulu le voir, donc c'est celui qu'on appelle Jacques Bonhomme, qui a été nommé par Froissart, qui a été nommé par Jean Lebel comme Jacques Bonhomme, pour un peu se moquer de lui. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure avec le beauf, voilà, pour que vous compreniez. Mais lui, Guillaume Calle, on m'a fait croire que c'était... Augustin Thierry, il fait croire que c'est un minable en réalité. Or, il s'avère que dans les archives, on a retrouvé un morceau de sceau lui appartenant. Donc une fois qu'on en a un sceau, c'est la preuve qu'en réalité, on a une organisation assez efficace qui est derrière. On a une place importante dans l'administratif, si on veut. Et du reste, cela se souligne, son organisation, à travers comment il développe le mouvement. Ici, le mouvement, il demande sur son insistance que chaque paroisse, c'est-à-dire chaque groupe, se trouve un capitaine. On a le nom, par exemple, de Jacquin de Chenevière, qui est élu à Targny, vers Montmorency. Ce sont, on va dire, les chefs locaux des paroisses, donc des groupes de Jacques. Sauf que le 9 juin, à Mélo, l'insurrection s'est complètement terminée dans le sang. Qui la termine ? Charles le Mauvais. Charles le Mauvais, c'est une personne qui... Il y a beaucoup de personnages, je suis désolé. Charles le Mauvais, c'était un prétendant au trône, qui est donc Charles II de Navarre. Et ça remonte à 2 générations au-dessus du dauphin. Nous avons, je pourrais rentrer dans les détails pendant les questions si vous voulez, sur les notions dynastiques. Et lui profite, il dit « Je suis l'héritier légitime, ne faites pas confiance au dauphin, votre roi est en Angleterre, faites-moi confiance. » Et lui, il essaye de se mettre la bourgeoisie parisienne de ses côtés, et c'est pour cela qu'il va profiter de l'insurrection pour attaquer l'insurrection. Donc certains disent, on peut avoir une vision complotiste, si vous voulez, de l'événement, puisque à l'époque, les chroniqueurs aussi ont eu cette vision complotiste, pour dire qu'en réalité, il y a des pompiers pyromanes, comme Charles de Navarre ou Étienne Marcel, qui font monter l'insurrection des Jacques, qui les financent, etc., puisqu'ils ont eu quand même des accointances assez proches, qui les financent, et ce qui fait que après, ils disent, regardez, il y a une énorme insurrection, mais nous, on va être là pour tout nettoyer. C'est ce qui s'est passé le 9 juin. Ça s'est terminé dans un bain de sang. Tous les Jacques, qui ont été en réalité les porte-cotons de la bourgeoisie, pas cosmopolite, mais la bourgeoisie, on va pas abuser non plus, mais la bourgeoisie parisienne de l'époque, les Jacques sont, pour la plupart... dans tous les cas, tous les capitaines ont été pendus, voire certains éviscérés. Sinon, la population, il y a eu énormément de lettres royales, je précise, qui ont été émises après, on en reparlera, pour des lettres de rémission en réalité. Donc ça fait partie aussi des documents, autres des analyses des chroniques que nous ayons, qui nous parlent des Jacques. Donc, il y a cette insurrection qui est terminée dans le sang. Alors combien y avait-il de Jacques ? Quelques milliers, on ne peut pas parler de dizaines de milliers. Dans tous les cas, ce n'est pas la majorité de paysans ou de l'Île-de-France. On ne peut pas dire que c'est une révolution, qu'on ne peut pas dire que la Révolution française soit une révolution de l'intégralité du petit peuple parisien. Aujourd'hui, on sait que la prise de la Bastille est presque personne. Les estimations basses sont vers 800 personnes pour la prise de la Bastille. Voilà, une fumisterie, quoi. La lutte, il y a quand même... Donc l'insurrection de la jacquerie en soi se termine le 9 juin. Mais la lutte est détournée complètement par la coupe d'Étienne Marcel et de Charles le Mauvais, qui eux révulsent les Jacques. Ils les abandonnent. Ils s'allient avec les Anglais, et les Jacques et la bourgeoisie, on va dire la bourgeoisie parisienne, abandonnent aussi Étienne Marcel. Vous arrivez à suivre ou pas ? Un peu compliqué peut-être. Ils l'abandonnent parce qu'ils se disent, comme ils s'allient avec les Anglais, on a une montée en réalité du sentiment national. On peut le faire remonter à la bataille de Bouvines en 1214, mais ici, là, c'est très clair. Le fait que la population, même parisienne, on va dire les gens des métiers parisiens,
eh bien, s'éloignent d'Étienne Marcel et de Charles de Navarre quand ils voient qu'ils sont le parti de l'étranger en réalité, qu'ils préfèrent utiliser des mercenaires anglais pour contenir les Jacques. Ça, ils se retournent contre lui, au grand avantage du roi de France. Alors le roi de France, où est-ce qu'il était ? Le dauphin. Le roi de France, il est en Angleterre, mais le dauphin. Le dauphin, pendant toute cette histoire, quand il avait vu, même avant la jacquerie, il avait vu qu'il y avait quand même, qu'il avait perdu son pouvoir. C'est l'ordonnance de 1357. Il n'avait plus de pouvoir. Et du coup, il avait quitté Paris. Il avait très bien fait. C'était le 21 mars 1357. Et lui, il avait pris des troupes fidèles et il avait essayé d'attaquer la bourgeoisie directement en faisant une sorte de blocus, de siège, tout autour de Paris pour bloquer surtout le commerce. Et il avait bloqué la Seine en amont vers Montereau. Et donc, ce siège, et qu'on revient à notre histoire de détournement de la lutte et de sentiment national, la volonté de la bourgeoisie de devenir une élite politique. Elle voulait, la bourgeoisie, étendre l'élévation sociale qui était possible dans les métiers, dans les corporations. Elle voulait étendre ça à la politique. Puisque dans la politique, les seuls qui pouvaient monter, les maréchaux, on va dire ceux qui étaient dans le conseil du roi, il n'y avait pas de nobles. Il n'y avait que des nobles, il n'y avait pas de bourgeois. Et donc, les bourgeois, j'utilise le terme bourgeois pas dans le sens marxiste. Les bourgeois, ce sont les gens de métier, élevés, dans le haut commerce marchand. Voilà, c'est pas une classe sociale. De même que noble n'est pas une classe sociale. Et donc les bourgeois veulent atteindre ce niveau-là. C'est pour ça aussi qu'il y a eu le meurtre des maréchaux, c'est pour ça qu'ils voulaient monter. Mais quand ils voient qu'Étienne Marcel, je répète, s'allie avec les Anglais, ils l'abandonnent. Au grand profit du roi de France, qui lui va réussir son siège. On y arrive. Pendant ce temps-là, Étienne Marcel est un petit peu évincé. Celui qui ressort, là, pour l'instant, celui qui domine Paris, le roi est en Angleterre, le dauphin est à l'extérieur, il fait son siège, Étienne Marcel est évincé, a perdu le contrôle de la bourgeoisie, il reste que Charles de Navarre, Charles II de Navarre, dit Charles le Mauvais, on l'appelait comme ça à partir du fin 16e, je crois. Bon, c'est un peu justifié quand même. Eh bien, Charles de Navarre, lui, il a ramené l'ordre à Paris. C'est lui qui a évité les Jacques. Avant, il était allié avec eux. Il s'est retourné. Retournement de veste, c'est la spécialité. Étienne Marcel et Charles de Navarre, on retourne sa veste. Homme politique. Et donc, il rentre à Paris le 14 juin 1358 en triomphe. Et il se pose en chef. Sauf que ça en fait trop. L'assassinat des maréchaux, l'alliance avec les Anglais. Charles de Mauvais ne peut même pas s'installer en plein centre de Paris, il s'établit à Saint-Denis. Il est nommé capitaine de Paris, mais c'est surtout Étienne Marcel qui est derrière. Et on ne sait pas qui, il y a des théories qui a influencé l'un, qui a influencé l'autre, c'est pas notre propos ce soir. Eh bien, ici, il voulait même être fait capitaine universel, Jupiter. Et pourquoi pas. Et sauf qu'en réalité, cela n'a pas marché grâce à la tactique du jeune dauphin. Le dauphin, il faisait toujours son siège tout autour. Et le dauphin a eu l'intelligence de bloquer, il bloquait du coup l'accès de la Seine, mais il va bloquer le nord. Et en bloquant le nord de Paris, il bloque toute l'économie de Rapière. Donc il met, c'est l'épine dans le pied de la bourgeoisie. Et cette fois-ci, nos Jacques, ici, il y en a certains qui vont rejoindre le roi de France, mais on n'est pas vraiment sûr. Ils se professionnalisent à ce moment-là, ça fait un mois de lutte. Voilà. Donc, puis à l'époque, il y avait des morts, c'est pas... aujourd'hui aussi, il y a des morts, mais c'était un peu plus sérieux quand même comme combat. Et donc, il bloque la connexion de Paris aux Flandres, il bloque l'économie de Rapière. Le roi reprend la main sur les bourgeois, et à partir de là, le roi rentre à Paris, apaise l'intégralité. Les bourgeois, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne seront jamais dans un gouvernement. Et eux-mêmes se désintéressent de la politique, à part quelques banquiers changeurs. Alors, nos Jacques, que sont-ils devenus ? On dirait une émission de télé-réalité. Que sont-ils devenus ? Eh bien, il y a un retour au champ, retourne travailler, et à un moment, il faut manger. Et il y en a qui vont se professionnaliser, qui sont très forts dans la lutte, on va dire, politique. Ils vont s'organiser en milices, et on suppose que les brigands qui apparaissent
le terme apparaît au XVe siècle, les brigands, officiellement c'est 1417, eh bien, on suppose que ce sont d'anciens Jacques qui se sont dit, eh bien, nous, on en a assez que les nobles ne fassent pas leur place, que nos nobles, on les attaque, parce que ce sont des sous-nobles, ils ne tiennent plus leur place. Les vrais nobles devraient nous défendre des grandes compagnies qui viennent ravager en permanence nos terres. Donc nous, on va s'organiser en milices privées. Sauf que ces milices privées, il y a eu une énorme insurrection, donc ils se sont dit, on est fort, on est puissant, on arrive à même battre des nobles, à battre ceux qui nous dominaient, en réalité, c'est un peu négatif comme terme, mais nous dominaient, on va dire, physiquement, ceux qui avaient le privilège de l'épée, voilà, c'est plus joli, ceux qui avaient le privilège de l'épée pendant des siècles, eh bien, nous, paysans, nous battant avec des fourches, des piques, etc., nous arrivons à les battre. Donc on se professionnalise. Et le mot brigand, je ne sais pas si vous le savez, là aussi ça vient du vêtement, la brigandine, qui est un vêtement qui apparaît, donc on a eu les Jacques tout à l'heure, c'est brigand, la brigandine qui est un vêtement cette fois-ci court, donc vous connaissez le harnois, l'armure complète, le chevalier en boîte de conserve si vous voulez, ça c'est le harnois, avec des armures de partout, des armures de plate, mais la brigandine, en réalité c'est une armure qui a été assez populaire en Italie et en France, et même en Europe du Nord également. C'est une armure de plaques de métal cachée par du cuir. Donc en fait, c'est un vêtement de cuir, un gilet pare-balles si vous voulez, et à l'intérieur, il y a des plaques de métal. Et c'est ce vêtement-là qui était, comme c'était beaucoup de petites plaques assemblées entre elles, ça coûtait moins cher la fabrication, moins cher qu'un harnois, moins cher qu'un très beau plastron, etc. Donc, c'était un vêtement plus pauvre. Et c'est pour ça qu'on suppose, certains historiens, notamment Guy Fourquin, grand spécialiste de la question des soulèvements populaires au Moyen-Âge, eh bien lui suppose que des Jacques se seraient reconvertis en brigands, et ce, pendant tout le XVe siècle. Alors, donc récapitulons. Nos Jacques sont des personnes qui s'insurgent, à vous de faire les parallèles, une insurrection antifiscale, qui malheureusement a été détournée de la lutte par la bourgeoisie parisienne, par l'élite de la société, pour devenir des serviteurs, en quelque sorte, des intérêts et des volontés du prévôt des marchands de Paris, le maire de Paris, si vous le souhaitez. Ils ont été, on va utiliser le terme léninien, des idiots utiles de la bourgeoisie marchande, tristement. À leur dépens, bien sûr. Étienne Marcel. Étienne Marcel, vous avez vu, c'est un traître funeste, donc forcément une figure héroïque républicaine, j'ai envie de dire. Mais que nous disent les Eugène Sue et Jules Michelet. Alors Jules Michelet, je vous ai dit, Histoire de la Révolution, tome 2, page 341, Danton, c'est le Danton du XIVe siècle, qu'il fit créer par les États une quasi-république. Très bien. Eugène Sue, dans Les mystères du peuple ou Histoire d'une famille de prolétaires à travers les âges. Tout un programme, ce titre. Paris, 1885, tome 6, page 371. Au sujet d'Étienne Marcel, toujours, l'un des plus illustres citoyens de la Gaule. Alors, Étienne Marcel, il est surtout connu des Parisiens, puisqu'il y a une statue devant l'hôtel de ville, très joli du reste, mais qui, voilà, on voit bien que c'est un personnage assez funeste dans l'histoire de France, qui ne mérite pas sa place. Tout à l'heure j'ai dit traître, mais c'est un peu violent, mais on est sur un personnage un peu, un rat musqué, si vous voulez. Les Jacques vus par les chroniqueurs. Alors, vous allez voir que, on va voir, donc c'est Froissart, autrement dit, journaliste BFM Télé du Moyen-Âge, du XIVe siècle. Froissart, je fais exprès de faire des ponts, des anachronismes, etc. Froissart, c'est un chroniqueur qui était à la cour d'Angleterre, qui était sous la coupe de la reine d'Angleterre. Donc il est une élite vendue à l'étranger. Jean Froissart. Tome 6 des Chroniques, au sujet des Jacques. Ils déclarèrent que tous les nobles du royaume, chevaliers, écuyers, haïssaient et trahissaient le royaume, et que cela serait grand, bien que tous les détruisent.
lorsque se recueillirent et s'en allèrent, sans autre conseil, sans nulle armure, seulement armés de bâtons ferrés et de couteaux, en premier à la maison d'un chevalier, qui près de là demeurait. S'y brisèrent la maison et tuèrent le chevalier, la dame et les enfants, petits et grands, et brûlèrent la maison. Ils tuèrent un chevalier, et boutèrent en un hâtier, et le tournèrent au feu, et le rôtirent devant la dame et ses enfants. Charmant. En une, voilà. Alors, quelque chose qui se rapproche un peu plus de la réalité, Jean de Venette, frère carme, d'origine modeste. C'est là où on voit que la tripartition donc, de société indo-européenne entre les trois fonctions, donc entre ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent, oratores, bellatores, laboratores, théorisé par Georges Dumézil, secrétaire de Charles Maurras, eh bien, qui fait foi, théorie qui fait foi partout. Hein, dans le monde entier, tout le monde utilise cette tripartition qui est nommée par Aldébaran de Laon, un chroniqueur au XIIe siècle. Donc c'est du sérieux. Eh bien, ces ordres, la société d'ordre au Moyen-Âge, en réalité, n'est pas une société de classe avec aucun rapport, aucune connexion. On voit qu'ici, un frère carme d'origine modeste ne s'oppose pas aux paysans. Au contraire, regardez ce qu'il dit. En cette même année 1358, en été, les paysans qui habitèrent autour de Saint-Leu-des-Serans et de Clermont-en-Beauvaisis, voyant les maux et les oppressions qui de toutes parts leur étaient infligées, sans que leurs seigneurs les en protégèrent. Au contraire, ils s'en prenaient à eux comme s'ils étaient leurs ennemis, et se révoltèrent contre les nobles de France et prirent les armes. Ils se regroupèrent en une grande multitude, élurent comme capitaine un paysan fort habile, Guillaume Carle, originaire de Mello. Voilà. Regardez, écoutez bien, moi j'aime beaucoup cette phrase, car il dit, donc il parle des mots, et il dit, voyant les maux et les oppressions qui de toutes parts leur étaient infligées, sans que les seigneurs les en protégèrent, au contraire, ils s'en prenaient à eux comme s'ils étaient leurs ennemis. C'est-à-dire, c'est intéressant, c'est qu'en réalité, on voit que les Jacques, certes, ils se sont pris au Seigneur, mais c'est une révolte qui n'est pas une révolte anti-nobiliaire, qui n'est pas une révolte comme pu être, on va dire, la Révolution française, si vous voulez. Pourquoi ? Car ils demandent aux seigneurs d'être des seigneurs. Ils ne demandent pas plus de seigneurs. Ils ne disent pas « Ah ben, on veut abolir les privilèges ». Ils disent « Non, on veut des seigneurs qui nous protègent. On est des paysans, on n'a pas que ça à faire, on ne peut pas labourer au champ, et on ne peut pas organiser des milices pour défendre nos prés. Si on paye des taxes aux seigneurs, il y a bien sûr, dans l'Ancien Régime, terme contemporain, vous m'excusez, une redistribution sociale, une répartition des tâches, ce qui fait que si l'on paye des taxes, c'est bien sûr qu'il y a une fonction derrière. Aujourd'hui, si vous payez des taxes, c'est parce que voilà, vous avez une armée, nous avons des autoroutes, etc. Le droit à l'avortement, voilà, l'Aquarius, super. Tout ce que vous voulez. La dette. Non, mais il y a quand même un rapport entre la taxe et derrière des vertus positives. Pour conclure, donc le roi, on l'a vu, c'est le grand gagnant de la jarrerie, il renforce son pouvoir royal, très fort. Il y a une alliance entre le clergé et la noblesse, mais qui n'est pas permanente. Souvent, vous avez tous l'image, votre cour de 4e, qui sera aussi votre cour de 1re, voilà, où vous avez le paysan écrasé, et par-dessus, vous avez l'image, par-dessus vous avez le cerf écrasé, excusez le vocabulaire, et par-dessus vous avez le prêtre et le noble. Image républicaine. En réalité, voilà ce que Marc Bloch, historien communiste, nous dit. Très, très intéressant, très intéressant. Marc Bloch, très fort. N'oubliez pas, il a écrit Les Rois thaumaturges, donc c'est son meilleur ouvrage, son seul ouvrage qu'il faut lire. Marc Bloch rappelle le conflit des serfs d'Orly. Nous sommes avant notre histoire, hein. C'est le conflit, c'est un conflit que toute personne intéressée par les notions de classe devrait savoir, et toute personne intéressée par aussi le royalisme devrait savoir. Les chanoines de Notre-Dame de Paris, en 1251, imposent une taille. Donc les chanoines possèdent des terres et imposent la taxe de la taille, logique.
Il y a des soulèvements populaires à cette époque-ci, comme quoi les soulèvements populaires, c'est pas que la Grande Jacquerie, bien sûr, mais la Grande Jacquerie, c'est le plus grand soulèvement populaire. Donc il y a cette taille, et à Orly, il n'y avait pas d'aéroport à l'époque, il y a un soulèvement populaire, et les paysans demandent un arbitrage royal. Les ligueurs sont arrêtés, alors pour les autres paysans, se disent, nous, on va demander directement au roi son arbitrage entre les chanoines, le clergé, oratores, et les paysans, ceux qui travaillent la terre, laboratores. Du coup, on a l'autre partie, le roi, qui est le bellatores. Le roi à l'époque, bien sûr, Saint-Louis. Et là, qui intervient? Nous sommes en 1263, c'est Blanche de Castille, donc la mère de Saint-Louis. Et Blanche de Castille intervient, et elle va immédiatement donner raison aux paysans. La taille est abolie, et même carrément, elle va un peu plus fort, c'est 12 ans plus tard quand même, en lien avec ce conflit qui a été assez long, eh bien le servage est même aboli à Orly. Donc souvent on vous parle, il faut savoir, il y avait à partir de Saint-Louis, il y a, on va dire, on a très peu de traces de servage en France. On est au XIIIe siècle. Le servage, ça s'est pas arrêté à la Révolution française. Et donc vous voyez, tout ça c'était pour vous dire que la place du roi est très importante. Là on est au XIIIe siècle, on est 100 ans avant notre histoire, mais la place du roi est très importante dans la gestion de conflits, même avec les plus pauvres. Et ici notre roi Charles V, le dauphin dans l'histoire, a été l'arbitre du conflit, et c'est grâce à sa personne et à son habileté politique, ici à sa hauteur, qu'il a su être le grand gagnant. Il n'a pas touché au Jacques, car c'est Charles de Navarre qui a fait le sale boulot, on va dire. Il ne s'est pas opposé à Étienne Marcel directement, parce que c'est la bourgeoisie, ceux qui étaient en dessous, qui ont trahi Étienne Marcel, et les Jacques eux-mêmes soutenaient le roi, car le roi, comme la complainte que je vous ai récitée tout à l'heure le rappelle, le roi était tellement aimé du peuple que le peuple soutenait son roi, voulait payer la taxe à Jean de Lebon pour le libérer, mais pour eux, l'important c'était que vraiment les seigneurs, eux aussi, sont impliqués dans ce conflit, et qu'ils jugeaient vraiment que les seigneurs étaient incompétents. Comme aujourd'hui, on peut considérer que la classe politique est incompétente pour gérer le conflit. C'est pour ça qu'il y a de l'insurrection. Alors beaucoup de faits, vous avez pu le rappeler, nous rapprochent entre notre actualité et la jacquerie. Mais on voit que la jacquerie est un mouvement qui ne se diffuse pas vraiment dans l'ensemble du royaume, contrairement. C'est un mouvement très parisien, ici. Parisien et la métropole un peu autour. C'est un mouvement, et ça c'est important. Et ça c'est vraiment l'aiguille, même grosse aiguille, l'épée que l'on peut envoyer au marxisme historique, et même à Zemmour, à tous les gens qui comprennent pas bien et qui disent c'est la jacquerie, etc. C'est une tradition populaire, donc c'est bien. Voilà, les champaillards aussi, mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Les jacqueries sont un mouvement, j'espère avoir été assez clair, conjoncturel. Famine, guerre, peste, épidémie, etc. Il faut appuyer sur la clé. Et donc c'est un mouvement conjoncturel. Or, je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas à la place ici d'en juger, mais c'est un mouvement structurel. C'est la structure même de la société qui est contre lesquelles les personnes luttent. Il y a bien sûr des dérives, maintenant les gens ils disent on veut du pouvoir d'achat, etc. Comme si le pouvoir d'achat était une équation avec le bonheur. En réalité, les Jacques s'opposaient à leur seigneur dans un cadre bien précis, mais aujourd'hui, c'est pour ça que la grande difficulté de gérer le conflit des gilets jaunes, c'est que chaque gilet jaune a ses revendications. Il y en a qui vont dire royalisme, il y en a qui vont dire le RIC, bon, voilà, savoir à quelle sauce on va être mangé. Il y en a qui vont dire telle chose, avortement. Chacun a le pouvoir d'achat, baisser le permis de chasse, on ne sait pas, mais, on a un peu de tout. Et c'est la preuve, le fait de ce mélange, c'est aussi la preuve qu'on est dans un mouvement aujourd'hui insurrectionnel qui attaque la structure de la société. C'est pour ça qu'ils disent on veut faire comme Étienne Chouard le souhaite, on veut mettre à bas carrément la classe politique, Macron démission, etc.
Ce qui n'est pas du tout la volonté du roi de France, la volonté des Jacques, qui eux soutiennent le roi de France, qui ne s'opposent pas du tout, qui veulent pas dire le dauphin démission. C'est pas du tout le même combat. Donc on peut pas faire de lien à ce sujet-là, au sujet vraiment entre la différence entre la conjoncture et la structure. C'est pour ça, je pense, c'est le gros point d'opposition entre les Jacques et les Gilets jaunes. Voilà, aussi les Jacques n'avaient pas peur du sang. Aujourd'hui, une société aseptisée de la violence crée des légalistes. Hein. On voit, tout le monde nous entoure, voit ce soutien légaliste contre les Gilets jaunes, alors qu'au Moyen-Âge, ici, on a vraiment aucune crainte du sang, enfin aucune crainte. On n'a pas le même rapport à la mort, surtout quand vous avez 10 ans plus tôt, une personne sur 3 qui est décédée autour de vous. Je pense qu'on n'a pas la même émotion, pour prendre un vocabulaire actuel, historiographique, on n'a pas la même émotion entre la mort aujourd'hui qu'à l'époque. Donc le conflit est peut-être beaucoup plus court. Le conflit des Jacques était plus court que les Gilets jaunes. Actuellement, nous sommes plus longs que les Jacques. Mais ce conflit aujourd'hui est un peu plus aseptisé quand même. Bien qu'il y ait des images, etc. Enfin des faits, hein, pas que des images, mais il y a des faits. Les Jacques ont été rejoints par les nobles. Des nobles ont rejoint des Jacques. Le clergé, des prêtres ont rejoint les Jacques. Aujourd'hui, on voit un peu de prêtres rejoindre les Gilets jaunes, un petit peu, c'est pas mal. Mais on ne voit pas d'hommes politiques vraiment être présents dans la lutte, à part des gens du Gers, quoi. Donc, voilà, si vous voulez, les Jacques, pour terminer, les Jacques, ce qu'ils désiraient profondément, c'est que les seigneurs retournent à l'époque de Saint-Louis, qui est vraiment un âge d'or. À partir de 1348, quand une grande une population est décimée, on a vraiment subi une grosse douleur. Donc il va y avoir le mythe de l'âge d'or qui va beaucoup se développer, qu'on va retrouver dans les grandes chroniques également. Et on va penser que le mieux de la chevalerie, c'était bien sûr à l'époque des croisades, parce qu'à partir de 1348, il n'y a plus de croisades. Et donc à la cour de Bourgogne, à la cour du roi de France, on va avoir cet esprit nostalgique que Johann Huizinga a nommé l'automne du Moyen-Âge, en analysant un petit peu de manière parfois biaisée, mais c'était quand même très intelligent à l'époque. Et on voit que cet âge d'or existe aussi chez la population Jacques, qui ne veulent pas que la pression fiscale qu'imposent les États généraux empiète sur leurs droits ancestraux, leurs droits locaux ancestraux. Voilà, ils ne veulent pas devenir, comment il dit ? Ne pas devenir luthérien, mais préfère être gaulois réfractaire. Vous voyez, c'est cette ambiance-là. Voilà. Donc j'espère avoir été assez clair. Je suis sorti un petit peu de mes périodes de prédilection. J'espère que vous aurez beaucoup de questions. Voilà, merci à tous en tout cas. Une question. Juste la première chose, c'est Jean Froissart. Oui. T'as cité le truc, mais. Chronique tome 6. Ouais, et en fait, c'est assez court. Étranger, mais en fait, qu'est-ce qu'il dit T'as cité le truc, mais. Je suis pas revenu, j'ai pas analysé. Ouais, j'ai pas analysé la citation, pardon. Ah oui, c'est quand il dit, voilà, alors Jean Froissart, donc je vais pas relire, hein, vous voulez que je relise? Ils disent que ils attaquent sans armure, donc là c'est assez normal, on suppose que c'est certainement déroulé ainsi, mais il dit qu'ils brisent les maisons, qu'ils tuent des chevaliers, d'accord, hommes, femmes, enfants, peut-être déjà il exagère, après ils disent qu'ils prennent le mari, ils l'embrochent, ils le font cuire et ils le mangent. Là, on suppose une légère exagération. On pense que voilà. Et en réalité, on voit, et c'est ouvert chez lui, qu'il a un point de vue, comme tout historien, mais ici qu'il a vraiment un engagement anglais. Nous sommes en contexte de guerre de 100 ans, et du coup, il va soutenir. Pas vraiment, c'est assez compliqué sa position sur Charles de Navarre, mais il va vraiment soutenir l'occupant anglais. La France est occupée, et un tiers du royaume doit revenir
à l'Angleterre, selon le premier traité de Londres, 1357. Donc ça devrait plutôt justement dire voilà, c'est super. Non, mais il n'est pas. Stabiliser le pouvoir royal. S'il voulait porter atteinte à la France, il aurait plutôt. Bah non, parce qu'il soutient la classe nobiliaire et la bourgeoisie marchande, qui est à cette époque-là, surtout la bourgeoisie marchande, qui est le soutien des Jacques avec Étienne Marcel, et du coup il les critique parce que eux, à cette époque-là, ne sont pas alliés avec les Anglais. C'est après qu'ils s'allient avec les Anglais.